nous retrouvons nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Adama Adjoronou, avant de parler du Burkina Faso et de parler de Lucie réservée au convoi militaire français qui est bloqué dans ce pays. Nous continuons avec la République démocratique du Congo et cette manifestation empêchée. Cette manifestation donc pour dénoncer le choix de Denis Katima à la commission électorale nationale indépendante. Pasteur Edo Komi. Non, je reviens encore sur l'étouffement des manifestations. L'étouffement des manifestations constitue une atteinte à l'expression démocratique. Je l'avais déjà dit, mais je reviens sur ça parce que c'est vrai quand même que pour des manifestations, des fois même dites autorisées, on se rend compte que les forces de sécurité et de défense, ils sont là, mais non pas pour, pas pour encadrer, mais leur présence déjà souvent fait peur aux manifestants. Parce que vous ne pouvez pas admettre que très tôt le matin, c'est vrai quand même qu'ils sont là. On estime que les forces sont là pour sécuriser, mais très tôt, on se rend compte que ces forces-là sont un peu partout et du coup constituent un handicap à la manifestation. Et donc, la RD Congo, moi je l'avais déjà dit, on était dans l'expectative quand même que ce pays puisse décoller démocratiquement. Et Félix Tshisekedi doit savoir que son élection, qu'on le veuille ou pas, ce que nous avons salué, parce que nous tous, on était en train de voir Kabila, le candidat de Kabila, être élu. Personne ne voyait l'opposition gagner cette élection. Et ça, au moins, on a salué. Et c'est pourquoi Kabila, qu'on le veuille ou pas, Kabila a joué quand même un rôle, parce qu'il avait tout, il avait l'armée, et il avait tous les leviers du pouvoir. Mais il avait aussi la pression. Pour faire passer son... Oui, la pression était là. Et il y avait la pression, il y avait la pression interne, il y avait quand même la pression externe, mais il pouvait quand même faire un hold-up. Il pouvait faire un hold-up électoral et faire passer son... Il ne l'a pas fait. Et ça, c'est à saluer. Maintenant, avec Tshisekedi, il faut qu'il sache que les Congolais ont cette manie de vouloir manifester, de vouloir s'exprimer. Et ça, il ne faut pas qu'on leur retire ça. Il ne faut pas qu'on leur retire ça. De toutes les façons, ils sont habitués à faire des manifestations spontanées. Qu'on le veuille ou pas. Puisqu'on a vu dans ce pays des manifestations spontanées. Et des manifestations spontanées sont souvent, pas sauvages, mais sont souvent plus... ça fait mal, hein, les manifestations sauvages. Enfin, les manifestations spontanées. Donc, j'avoue quand même qu'avec ce qui se passe aujourd'hui en RDC, il y a lieu quand même que le président congolais fasse une rélecture de la situation. Parce qu'il a ratissé l'âge, il a eu la majorité aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'au sein de l'opinion, il reste populaire. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'au sein de l'opinion, ses opposants, il n'est pas populaire. Ouais. Il a tout ça là, mais il n'est pas aussi populaire que son principal challenger, notamment Moïse Katumbi et Fayulu. Ouais. Donc il va faire extrêmement attention pour que ce pays, pendant les 5 ans-là, il puisse baliser. Il veut être réélu ou pas, personne, voilà, c'est ça. Mais il va falloir qu'il sauve la démocratie. C'est pourquoi il est porté au pouvoir. Il va falloir qu'il sauve la démocratie de ce petit. Et pour sauver la démocratie, il faut qu'il ait la liberté de manifestation, la liberté d'opinion. Et vraiment, que la police aussi sache que c'est vrai quand même qu'elle est sous ordre. Mais attention, il ne faut pas toujours étouffer les gens. Quand vous étouffez les gens, il y a un jour où ils vont s'exploser. Et quand on s'explose, je crois que ce n'est plus sous contrôle. Alors Adam, on parle également d'arrestation. Parmi ces personnes arrêtées, il y a le député Fidel Likinda. Il est du FCC pro-Kabila. Oui, vous savez, de toutes les façons, lorsqu'une manifestation est toujours interdite, c'est rare qu'elle puisse se dérouler sans arrestation. Oui, mais je pense que c'est vrai que l'Afrique doit faire un effort de pouvoir migrer vers les institutions fortes. Oui. Et surtout, vous savez, les motivations qui sont pour la plupart du temps prononcées à l'encontre de nous les Africains et qui motivent en réalité l'interdiction de la plupart des manifestations, surtout spontanées, est liée au fait qu'il y a souvent des casses, des pièces. Mais je pense que ces derniers temps, ailleurs ne nous a pas aussi montré mieux. Lorsque vous prenez aujourd'hui la France, les États-Unis,
Les gilets jaunes, hein? On a vu tout ça en les place. gilets jaunes. On pille, etc. Mais je pense que il appartient aujourd'hui, à partir du moment où aucun pays aujourd'hui n'est le modèle en matière de il faut qu'on mûrisse. Hein? Oui, il y a le pasteur qui citait tantôt les élections qui sont plus ou moins civilisées dans les pays anglophones. Je pense que ces derniers temps, on n'en est plus là. Tous les pays anglophones sont passés pratiquement à la trappe. On a vu il le n'y a Ghana. que le Cap Vert aujourd'hui. Ouais, le Cap Vert. On a vu le Ghana, on a vu l'Ouganda. Ouais. Tout à fait. C'est dire quelque part que si ces manifestations dans les pays du Nord essaient aujourd'hui d'orchestrer les mêmes conséquences que nous connaissons dans nos pays africains et qui motivent en réalité dans ces interdictions et qui prennent aujourd'hui la Bastille de pouvoir mobiliser les forces de l'ordre qu'il faut pour encadrer dans ces manifestations. Il faudrait quand même que nous également nous en arrivions là pour permettre quand même à ces manifestations d'avoir lieu. Sinon, quelque part, on couvre les chines, sinon on fait entorse quelque part à une disposition constitutionnelle. Et quand c'est le cas, et on se met pratiquement au centre de tous les regards au niveau international, et qui n'arrange pas. Peut-être que lorsqu'on pousse plus loin, le pays est ancré véritablement au niveau même de ces pratiques démocratiques qui peut être, il peut avoir donc des bribes à pouvoir tirer. Mais au même moment, lorsque vous faites entorse à ces genres de manifestations, et aujourd'hui avec les alternatives de communication que nous avions, ça va plus vite et plus loin, et directement on se dit que voilà. Et ça pénalise même. Hein, ça pénalise le pays. On se dit que voilà, nous ne sommes pas dans un pays. Il y a certains projets dont on ne peut plus bénéficier pour avoir interdit des manifestations. Ce qu'on a intégré aujourd'hui, la pratique politique également, par exemple, lorsque nous... Dans le millénium, quand vous prenez le Togo par exemple. Qui est intégré, ça veut dire quand même qu'on devrait désormais faire beaucoup attention à ces aspects-là qui, pour la plupart des temps, ces institutions les lisent sur les réseaux sociaux, mais également les relais qu'eux-mêmes font, mais également au niveau des médias, et ce n'est pas toujours bon pour le pays. Le choix de Denis Kadima pour sortir de ce sujet, Pasteur Edo Komi, met en opposition aussi certains grands acteurs. Il y a Moïse Katumbi Chapoué qui était proche à un moment donné du président Félix Antoine Tshisekedi. On parle également de Jean-Pierre Bemba et d'autres opposants qui se démarquent complètement de sa politique aujourd'hui. Oui, non, il faut craindre que cette majorité ne s'éclabousse, hein, cette majorité-là, parce que Jean-Pierre Bemba est là, Moïse Katumbi, et je crois que leurs députés sont du côté de Félix Tshisekedi, et donc il faut faire attention que cette majorité-là ne file au néant. Donc c'est très important. Il va falloir quand même que Tshisekedi revoie la situation et si réellement il estime qu'il a la majorité qui peut encore gagner les élections, le choix d'une seule personnalité ne pourra pas basculer les élections à sa faveur. Donc il faut qu'il rebousse chemin et s'accorde à l'opinion populaire qui est d'accord quand même que cette personnalité lui était proche et que n'augure pas un lendemain meilleur pour la RD Congo. Allez, on quitte Kinshasa pour Ouagadougou. Précisément, on va à Kaya, au centre nord du pays, où il y a des manifestations contre ce convoi d'armement, si on peut le dire, des forces françaises. Un convoi qui était en partance pour le Niger. La population burkinabé et la jeunesse ne sont pas contre la France, mais contre le système français, disent les jeunes manifestants. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Nous, la majorité des Africains ne sont pas d'accord. Ne sont pas d'accord en ce sens que, aujourd'hui, il est clair que les forces françaises, partout où elles se retrouvent en Afrique, deviennent des forces d'occupation. Des forces d'occupation. Et du coup, Macron et ses prédécesseurs ont beau faire pour créer des passerelles comme quoi la France-Afrique est morte. Ben, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a un ouvrage et un auteur qui a dit l'empire qui ne veut pas mourir. Hein? Un empire, c'est un empire qui ne veut pas mourir, c'est ça la France-Afrique. Et du coup, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens sont en train de se démarquer pour dire au peuple d'Afrique que la situation ne va pas rester éternelle. Alors le convoi logistique français qui a été bloqué à plus d'égards est illustrateur, c'est révélateur. Parce que les gens estiment qu'on ne peut pas avoir les forces françaises
les forces françaises, et que les djihadistes vont continuer à tuer. Pas tuer, pas décimer les populations. Bon, donc, il faut qu'à un moment donné, que ça s'arrête et que la France laisse les pays, laisse ces territoires-là à eux-mêmes de pouvoir prendre en charge leur sécurité. Et quand vous voyez le convoi qui a quitté, bien sûr, Abidjan, Port-Boué, vous savez, ça c'est là où il y a une base militaire française. Et vous savez, les bases militaires françaises font quoi? Les bases militaires françaises sont les bras droits, les bras armés. C'est les bras armés de la France-Afrique. C'est les bras armés de la France qui interviennent dans des pays francophones. Quand il y a des manifestations, des mouvements ou bien des coups d'État, pour pouvoir renverser un de leurs préfets qu'ils ont mis en place. Donc ces forces-là interviennent. On ne peut pas être indépendant 60 ans, plus de 60 ans après, et que les bases militaires françaises vont encore rester sur notre territoire. Ce n'est pas normal. Donc ce qui se passe au Burkina, c'est un signe vraiment capital qui annonce que la génération aujourd'hui, la génération Internet, Internet ne veut plus que la France se comporte comme ce géant qui vient nous sauver. Parce que le salut, on ne va pas le salut de la France. Donc, ils ont bloqué et depuis jeudi, aujourd'hui, ça fait presque 4, 5 jours, 6 jours, bientôt une semaine qu'ils ont bloqué et que le convoi est là et même au cours de ce blocage, on a appris quand même qu'il y a des sommations de tirs pour pouvoir disperser les gens. Mais au même moment, les populations se mobilisent. Et même retourner à comment on l'appelle, à Ouagadougou n'est même pas la solution parce qu'il faut aller au Niger. Et les peuples, au Niger, il y a d'autres qui se préparent aussi. Il y a d'autres qui se préparent aussi pour arrêter le convoi. Alors c'est une humiliation. Pour moi, c'est une humiliation et ça doit faire objet de grands débats en France aujourd'hui que la situation, les Africains nous ont rejetés. Parce qu'il faut reconnaître que c'est au Burkina Faso que je me rappelle que Macron est venu organiser son truc avec la jeunesse. Même le sommet de Montpellier. Il y a les jeunes burkinabés qui ont participé. Mais la lumière aujourd'hui pour les jeunes burkinabés, c'est qu'ils ont dit niet à la France et nous soutenons ces actions. Les peuples veulent rentrer dans l'histoire. Il va falloir que tous les peuples d'Afrique rentrent dans l'histoire pour dire à la France que assez, c'est assez. On n'est pas contre la France, on est contre ce système-là. Ce système qui nous matérialise, ce système qui nous tyrannise, ce système qui nous déshumanise et ce système vraiment qui nous chosifie l'Afrique. Je crois que c'est assez. Bravo aux jeunes burkinabés. Quelle issue, j'allais dire, pour ce convoi militaire bloqué au Burkina Faso, Adam Adjoronou, Burkina Faso, plus précisément à Kaya plutôt. C'est au nord-est du Burkina Faso, à 100 km, Adam Adjoronou. Oui, vous savez, je pense que lors de mon dernier passage ici, je disais qu'il y a des alertes précoces qui laissent présager que les Burkinabés veulent rééditer encore, disons, cette situation qui a renversé en réalité le président Blaise Compaoré. Et on l'a vu ces derniers temps avec ces appels à manifestation. Il y a aussi, après ces derniers massacres que nous avions connus dans ce pays-là, ça s'est encore exprimé véhément. C'est en ce sens que je disais que la CEDEAO, en temps normal, ces alertes précoces devaient déjà l'inviter à pouvoir prendre la Bassie, à mettre un peu les verrous pour qu'on en arrive là. De toutes les façons, c'est faire en sorte à l'ordre institutionnel. Et quand ça devient récurrent dans la sous-région, comme je le dis, la plupart du temps aujourd'hui, la CEDEAO est considérée comme la zone de forte turbulence institutionnelle. Et partout en Afrique, c'est le mauvais élève, même si on a toujours tendance à pouvoir le citer comme étant donc la sous-région la plus intégrée. Sur bon nombre d'aspects aujourd'hui, s'il ne fait plus bon exemple en Afrique. Plus intégrée, mais aussi qui sort quelquefois de ses gonds, parce qu'en Afrique centrale, oui, c'est vrai, bon, l'Afrique centrale est complètement amorphe. Non, il est beaucoup plus loin. Mais au même moment, quelque part, je pense qu'il ne faut pas quand même qu'on puisse instrumentaliser le débat. C'est vrai que ces sentiments, moi je n'aime pas l'appeler anti-français, mais contre la politique française. Voilà, c'est tout. Qui a de toutes les façons, on ne saurait quand même se départir, du cordon de la France, parce que de toutes les façons, on ne peut pas, disons d'un coup, pouvoir donc affecter
disons, cette histoire-là qui nous est liée avec la France. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est même dangereux. Même aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie. Entre-temps, hier, c'est nous qui dénoncions, en fait, cette xénophobie qui était donc orchestrée sur les Africains. Mais aujourd'hui, nous voyons un peu la majorité des Africains qui se trouvent au niveau de la France. Mais c'est nous également aujourd'hui qui commençons par exprimer ces sentiments de xénophobie liés à cette politique d'anti-français. Est-ce que ce n'est pas de la xénophobie? Est-ce que c'est de la xénophobie? Ce n'est pas de la xénophobie. De reconvertir. Ce n'est pas de la xénophobie, là. On le laisse. De reconvertir, disons, ce sentiment-là qu'on verse et qui peut, dans le court ou long terme, créer d'autres situations d'instabilité. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que les grands analystes essaient aujourd'hui d'attirer l'attention de la TEDEAO sur cet aspect de la chose. Parce que c'est vraiment beaucoup plus exprimé aujourd'hui. Si on ne sait pas faire, les gens veulent profiter de cette situation-là et créer pratiquement une situation insoutenable au niveau du Burkina Faso. Mais ce qu'il faut noter, c'est vrai que lorsque vous voyez chaque ville se prépare de toutes les façons à bloquer le contingent. C'est vrai, lorsque vous dégagez d'une ville à une autre, ce n'est pas toujours guerre. Ça vous a dit quelque part que moi je pense que si la France en elle-même ne cachait rien de toutes les façons, on connaît qu'il y a beaucoup plus des opérations conjointes qu'il essaie de mener avec nos forces de l'ordre et de sécurité. Pourquoi ne pas pratiquement céder, disons, ce matériel-là aux forces locales pour les transiter. De toutes les façons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit défiler, disons, le matériel burkinabé. Il n'y a pas de ce sentiment. Vous dites que dans tous les cas, on peut trouver un moyen de pouvoir faire passer ce convoi. On ne peut pas cacher quelque chose. Vous savez, c'est vrai qu'on ne saurait prendre ce que nous voyons sur les réseaux sociaux comme état de des pièces comptables pour pouvoir justifier une action donnée, mais de toutes les façons, nous voyons qu'il y a souvent dans ces matériels-là beaucoup de choses qui sont cachées et qui sont des facteurs qui alimentent en réalité ce sentiment au niveau de la population. Et donc moi j'estime que s'il n'y a rien de cela, c'est vrai, il n'y a aucune armée qui puisse accepter quand même qu'une autre armée puisse être en possession, disons, des informations, le matériel entièrement qu'il a à sa disposition. Cela peut motiver le fait que la France n'aimerait pas céder ce matériel-là aux militaires burkinabés de pouvoir faire la transition entre le Burkina et la zone d'installation future donc, de ces militaires-là. Mais moi je me dis, il serait très difficile quand même qu'on prenne du côté du Niger, qui est déjà en érection, et puis du côté du Burkina Faso, il n'y a pas véritablement de chance de pouvoir trouver l'issue favorable pour permettre aux militaires français de pouvoir transiter vers leur future zone d'installation. Le mieux, c'est quand même de pouvoir faire en sorte. Puisqu'on ne peut pas aussi faire un passage en force. Aujourd'hui, déjà, je pense que, étant donné que le président Roch Marc Christian Kaboré lui-même est dans une mauvaise passe, puisqu'il avait déjà lui-même pris le devant de la lutte et a démis de leur fonction un certain nombre de hauts gradés. Et moi, je me disais en son temps que c'était une erreur monumentale, puisque la population ne veut pas aujourd'hui comprendre le fait que ce ne soit pas les personnalités qui sont indexées, mais c'est une situation qu'il faut faire expliquer à la population. Mais étant donné que vous avez ce pouvoir-là de protéger la population, que cette population-là, en partie chaque jour que Dieu fait, il va de soi quand même que vous puissiez être l'acteur qui doit être indexé face à cette situation-là. Donc je me dis quelque part que Marc Christian Kaboré aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir mobiliser des militaires pour faire barrage donc, à ces remous de manifestants qu'on constituera, qui commencent déjà par constituer de ville en ville. Parce qu'on arriverait à des morts d'hommes inacceptables, puisqu'il y en a déjà de trop. Et pratiquement, même un blessé déjà serait déjà un blessé de trop. On parle de 4 blessés même déjà. Voilà. Ce serait inadmissible. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à faire de passage en force de pouvoir mobiliser les forces de l'ordre et de sécurité pour mater la population et permettre donc au contingent français de passer. Ça va être très difficile. Donc je me dis aujourd'hui, il faut trouver quand même l'alternative la plus courte, c'est de faire en sorte que ce matériel puisse être affecté au niveau des forces locales, puis qu'ils puissent donc faire la liaison, sans quoi il serait très difficile à pouvoir arriver à sortir. La coalition des patriotes Burkina Faso qui alimente, si on peut le dire, ces manifestations, qui revendiquent ces manifestations, soupçonne l'armée française d'alimenter les djihadistes. C'était même la base du problème. Je crois quand même que dans nos analyses sur ce plateau et ailleurs, nous l'avions toujours dit,
Parce qu'on a l'impression que s'il faut abattre un djihadiste, il faut demander une permission. Pour abattre un djihadiste, il faut demander une permission. La permission à qui? Alors que les djihadistes ne sont pas des amis. C'est des ennemis, c'est des tueurs, c'est des assassins. C'est des gens quand même qui dévastent tout sur leur passage. Qui font le massacre, qui font des tueries. Bon, donc, s'il faut aller demander permission avant d'éliminer un djihadiste, alors qu'ils sont des milliers, alors vous convenez avec nous que la France est là juste pour s'allier aux djihadistes et pour que la situation se pérennise. Voilà, la situation va se pérenniser pour que la France continue d'occuper le Sahel. Parce que sans djihadistes, la présidence de la France servirait à quoi? Puisque sa présence est motivée par la présence aussi, c'est pour lutter contre les djihadistes. Et sans djihadistes, la France va plier. Les forces françaises ne seront pas là. Et donc, il faut faire pérenniser cette situation-là et caresser chaque jour ces djihadistes, même jusqu'à aller sacrifier les militaires français. Puisqu'il y a des il y a eu des morts. Il y a des militaires. Une cinquantaine. Donc jusqu'à aller sacrifier les. C'est d'ailleurs pourquoi quand on parle de connivence, moi je. Oui, ben justement, je te dis, vous ne savez pas ce qu'est la politique. Je maîtrise un peu le système. On peut sacrifier. Bien sûr, c'est très facile. Hein? Pour sacrifier, pour une cause, et vous voyez l'honneur qu'on leur rend. Intérieurement, vous voyez comment on les enterre, comment les obsèques, comment ça se passe. Donc, c'est dire qu'on peut même les faire rentrer dans les panthéons, sachant ce pourquoi ils sont sacrifiés. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, le ton monte parce que les populations n'en peuvent plus. Les populations n'en peuvent plus et décidément, les massacres qu'on observe tout le temps, je crois que ça dépasse. Ça dépasse et le président Roch Christian Kaboré est dans une mauvaise passe, comme il a dit tout à l'heure. Parce qu'au même moment, vous attendez dire, le peuple burkinabé lui dit, s'il veut être du côté du peuple, tant mieux, mais s'il veut faire le double jeu, il risque de partir. Voilà le message actuel. Et du coup, son départ est programmé par les Burkinabés. Parce qu'ils estiment que d'ailleurs, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu des manifestations, certains réclamaient purement son départ. Donc, il y a la sécurité, la situation qui n'est pas toujours maîtrisée. Il est le chef de l'État. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se limiter seulement à des messages sur Twitter pour dire pour présenter ses condoléances. Il est le chef de l'État, donc c'est lui le ministre de la Défense, c'est lui. En principe, c'est lui qui est le magistrat. Et donc, il n'arrive pas et les Burkinabés meurent au jour le jour. Donc, un convoi militaire français, vous avez vu le convoi, le convoi est large, le convoi est long, donc qui traverse un autre pays indépendant. Qui traverse comme ça, c'est vrai quand même que les accords militaires qui lient la France à ces pays-là, c'est où l'accord? Si la France ne peut pas éliminer les djihadistes, donc l'accord là qui est... on parle de la France, on parle de l'armée de ces pays. Je dis, oui, il y a un accord. L'accord, à ce que je sache... La France est venue faire un boulot. Non, l'accord, à ce que je sache, l'accord n'a pas été modifié. Ce n'est pas la France qui est attaquée. Mais ce n'est pas la France, mais il y a un accord. Il y a un accord. La France vient faire ce qu'elle peut faire. Non, la France, on sait, si la France veut faire quelque chose au Burkina, veut faire quelque chose au Mali, la France a tous les moyens. La France a tous les moyens logistiques, moyens militaires et les ressources humaines pour pouvoir mater ces djihadistes, mais elle ne peut pas. Et les peuples ont finalement décidé à ce que la France quitte. Donc, la solution aujourd'hui, comme il a dit, est-ce qu'il faut convertir les équipements à travers l'armée burkinabèse pour pouvoir acheminer les matériels et les logistiques au Niger? C'est la question qu'il faut. Mais les gens sont tellement éveillés, les gens sont furieux, les gens sont en courroux. Et attention à ce qu'ils proposent là, attention, parce qu'on dit, mais ça, c'est les matériels français, il ne vont pas quitter, il ne vont pas aller à destination. Les relations franco-burkinabées mises en mal, Adam Adjronou. Oui, très mise en mal, parce que ça, c'est une évidence partagée par tout le monde. C'est que ces relations-là aussi, bien sûr, le plan militaire, puisque la population, comme on l'a dit tantôt, le pasteur ne peut pas comprendre que pratiquement, presque 10 ans, nous sommes, je pense, au 9e année, que la France est
sur le front contre les djihadistes, mais ça peine toujours à prendre. Et ça, c'est ce qui suscite en réalité cette indignation d'abord de la population qui n'arrive pas véritablement à comprendre comment la France peut être là depuis lors et d'ici très peu, puisque on essaie également de faire la comparaison avec cette collaboration avec la Russie, où pratiquement l'armée malienne aujourd'hui est pratiquement en offensive contre les djihadistes. Ce n'était pas à l'époque où ils venaient, on les matait, les militaires s'enfuyaient, et pratiquement c'était la débandade. On n'en est plus là aujourd'hui. Ça veut dire quelque part que loin de moi de pouvoir donner de l'assentiment à ces argumentaires-là qui laissent présager que la France alimenterait, disons, ces djihadistes-là, ou pratiquement les créerait pour réellement donc créer d'autres situations de sorte à pouvoir encore piller nos ressources ou pratiquement les ressources de ces pays-là, puisque c'est ce qui revient là sans cesse. Et moi je pense que sur cette question, c'est vrai, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais ce que nous analysons les faits et les actes et nous tirons des conclusions. Il est grand politicien et il a dit on peut sacrifier l'armée. Ils sont dans une cinquantaine, pour être précis, 54, qui ont déjà péri. C'est lourd. C'est lourd. Si la France accepte sacrifier 54 le sacrifice, même s'il est là, il est de trop. 54. Très fort, très fort. Et moi je pense que c'est quand même aussi les Africains ou pratiquement ces pays-là doivent avoir aussi, disons, des bémols, disons, dans cette manière d'appréhender les choses. Pour la simple et bonne raison que je pense que chaque chef d'État est élu quand même pour protéger la population et doit se donner les moyens pour le faire. C'est vrai, ne pas attendre que ça soit la France qui vienne le faire à leur place. Voilà. Tout à fait. La France je suis d'accord. Vient en appui, mais on a tendance à pouvoir croire aujourd'hui ou à faire croire à cette population que la France est le Seigneur. Oui, non seulement le Seigneur, mais aujourd'hui c'est elle. Et au même moment, on conteste cette même France qui vient donc piller. Au même moment, vous faites d'eux, disons, les défenseurs de votre nation. Donc, cette souveraineté-là que nous réclamons à toute tête. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je suis un peu perplexe sur la plupart des analystes qui estiment qu'aujourd'hui, la présidente de la France, et qui l'ont dit, lorsqu'ils essayaient de partir, je pense que c'était le camp de Gao, ils ont dit clairement que ça va être difficile, mais ils essaient toujours d'être là sur les moyens aériens. Ça voudrait dire quand même qu'on ne pourrait jamais se départir de la France. 30 secondes, pasteur. Non, je crois quand même que ce qu'il a dit tout à l'heure, je reviens juste pour dire que la situation est très sensible et que ce que vous venez, vous avez les moyens, nous disons nous sommes indépendants, mais vous nous avez rendus non indépendants. C'est la France qui nous rend non indépendants parce que c'est elle qui piétine sur nos droits. Et venir sur un territoire, organiser tout ça là, on reproche à la France avec ces équipements-là, c'est comme si la France va encore alimenter la base des djihadistes. Donc du coup, les populations sont dans leur rôle et il revient maintenant au président Roch Christian Kaboré de prouver qu'il a été élu pour la cause des Burkinabés et qui défendent même la sécurité de ces derniers. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve, mes chers invités, Adam Adjronou et pasteur Edo Komi.